sur le online training de FIBA Afrique. Nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez à ce que nous sommes en train de faire. C'est une première. Je pense que c'est des choses sur lesquelles on va continuer. Je voudrais, sans plus pas trop garder la parole, vous introduire le conférencier, M. Chersa. M. Chersa est un entraîneur national du Sénégal. M. Chersa a conduit les équipes nationales du Sénégal, hommes et dames, en championnat du monde, où il a fait d'excellents résultats. C'est une fierté du basket africain. M. Chersa est enseignant-chercheur à l'Université de Saint-Louis. Donc aujourd'hui, le thème qu'il nous propose, c'est la défense match-up press. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt compte tenu de tout ce que j'ai reçu comme message me demandant des explications par rapport à la thématique. Donc sans plus tarder, je laisse la place à monsieur au coach Chersa. Merci. Merci, monsieur Nour. Voilà, j'ai l'habitude de dire Nour parce que c'est lui qui présentait avant. Donc, monsieur Lemou Benga, pour l'introduction. Et je remercie FIBA Afrique pour cette opportunité de pouvoir parler aux collègues. Ensuite, je pense que c'est la série qui démarre à partir de cet instant, parce qu'il y a d'autres webinaires qui vont suivre. Et alors, on porte beaucoup d'intérêt à ce que font les entraîneurs de par leur expérience et de par leur connaissance. Et je voudrais aujourd'hui vraiment remercier FIBA pour l'opportunité. Alors, donc, aujourd'hui, on va parler de basketball, mais il y a beaucoup de thèmes dans le basket qui intéressent les entraîneurs. Et que ce soit en attaque ou en défense, ce thème que je vais échanger avec vous, on parle quand même de défense et je pense qu'au niveau de la défense, il y a beaucoup de choses à dire. Et aujourd'hui, je pense que c'est un thème important, de par mon expérience, que j'ai eu déjà à développer et qui parle de la défense match-up press. Et cette défense, c'est une défense compliquée, mais une défense qui, une fois comprise, peut apporter beaucoup de satisfaction. Donc, pour parler de défense, on fait un peu d'histoire parce que ce monsieur que vous voyez s'appelle John McLendon. C'est un entraîneur noir américain, alors, qui, en 1950, et déjà a inventé cette défense. Inventé cette défense et je pense c'est pour la première fois qu'on voit quand même qu'un entraîneur noir américain dans une université américaine majoritairement blanche introduit des choses parce que c'est pas possible avant 1950. Et on voit quand même que si on parle de transition défensive et offensive, c'est lui l'inventeur, John McLendon, celui qui a créé tout ça parce qu'avant, il n'y avait pas de transition défensive. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu fais quand tu as la possession? C'est lui qui a inventé ça. Aussi bien en attaque qu'en défense. Alors, donc, une légende. Et le premier noir américain également à être coach titulaire, qui a beaucoup fait et c'était un disciple de l'inventeur du basket. Alors, donc après lui, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur la défense de press. Parce que quand même, comme Rick Pitino, comme on le connaît, hein, il est originaire de Kentucky. Et quand même, c'est lui qui a développé, mis au point et perfectionné la défense match-up press. Et bon, lui, il a beaucoup plus perfectionné au niveau des collèges, des universités, même s'il l'a fait dans les équipes de la NBA. Alors, mais au niveau des écoles, des high schools, des lycées, c'est plutôt Kate Husky. C'est Kate
Husky, beaucoup travaillent sur ça et dans différentes écoles, chacun a parcouru des différentes écoles pour mettre en place cette ce qui leur a donné beaucoup de satisfaction. Alors, ce qu'on peut dire également, c'est que Kate Aske est un disciple de Bobby Knight, qui est un féru de la défense individuelle, de la défense zone presse. Donc, Kate Aske a appris beaucoup de choses de Bobby Knight pour le mettre en place. Bon. Alors, moi, par rapport à mon histoire, j'ai aimé cette défense quand j'étais étudiant et quand j'étais, qu'on appelle assistant coach de l'Université catholique en 2006. Alors, c'est là où j'ai vu qu'il avait publié cette défense après une clinique. Et j'ai vu qu'il y a un entraîneur légendaire qui est à l'Université de Florida, qui s'appelle Billy Donovan, qui a été à l'Université de Florida de 87 à 2006. C'est là où j'ai découvert quand même ce monsieur, qui, par rapport à cette défense, qui a beaucoup de crédit à ce que Pitino a fait. Alors, donc, ce que lui-même, il a joué pour Pitino quand il était à l'université. Donc, il a expérimenté ça en tant que joueur. Donc, qui a inventé son coach. De manière, Bill Donovan avait sorti quand même ce qu'on appelle le match de presse sous forme de DVD. Il a fait une clinique après qu'il ait gagné avec l'Université de Florida, 14, avec les Noirs. Il avait gagné 2 titres consécutifs de la NCAA avec cette défense. Et il y avait son assistant, coach Anthony Grant, qui de 2006 à 2009 a été le coach de Virginia College University, VCU. Mais ce Grant-là, Anthony Grant, était l'assistant coach de Donovan à Florida. Lui-même, il a beaucoup expérimenté cette. Et j'ai beaucoup discuté avec Anthony Grant parce qu'il était venu au Sénégal me rendre visite pour 3 jours. Et je pense qu'on a beaucoup échangé par rapport à ça et j'ai beaucoup appris sur cette défense. Donc, coach Anthony Grant, qui a quitté Florida en 2008, allait à Virginia, hein, parce qu'il avait eu un contrat là. Alors, c'est après que Donovan est parti. Alors, donc, quand Grant est parti, il y a ce qu'on appelle coach Smart. Chaka Smart, c'est lui qui a quand même continué à développer cette défense à VCU, qui ont beaucoup fait par rapport à cette défense et qui ont donné beaucoup de crédit à cette défense. Donc, coach Smart, de 2009 à 2015, il a gagné vraiment des titres de la CAA, le Colonial Athletic Association, plusieurs fois, et puis voilà, qui a marqué son empreinte par rapport à cette défense. Donc, on donnait beaucoup de crédit à comment on a inventé cette défense. Donc, alors, pour faire la définition de défense, c'est très simple, hein, et qui dit qu'il cherche à forcer le jeu vers la ligne de touche et de piéger la balle dans le coin lors d'un dribble ou d'intercepter la passe. Mais cette définition est très simple, vue comme ça. C'est très simple, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que quand même, c'est une défense individuelle, voilà, mais qui applique des principes du pressing tout-terrain et des principes de la défense zone presse. Voilà, donc c'est pourquoi on dit c'est une défense compliquée à mettre en place, qui prend du temps, qui prend du volume, mais quand même c'est une défense qui a donné des satisfactions. Donc deux principes défensifs qu'on essaie de mixer pour avoir une défense. Okay? Alors, donc, je vous montre ce jus d'orange ou de citron, comme vous voyez, un mix des 2 défenses. Hein? Mais ce que je voudrais montrer ici, c'est que ici, c'est une défense qui met beaucoup de pression sur le porteur de ballon. Et on peut l'utiliser aussi pour mettre la pression sur le non-porteur. Parce que le jus, en général, le jus, pour l'avoir, il faut mettre de la pression. Et l'orange que vous voyez ici, juste pour dire que si vous voulez le ballon, mettez la pression sur la balle. Et ce qui va sortir de cet orange ou de ce citron, c'est le jus. C'est le jus qu'on en a besoin. Quand on a besoin de jus, il faut mettre de la pression. Donc, juste une métaphore pour démontrer l'importance de mettre la pression pour avoir quelque chose. Voilà. Beaucoup de gens le font. La pression est partout. La pression dans la rue, la pression à l'école, la pression est dans la politique, partout. On met la pression pour obtenir quelque chose. C'est pourquoi, en défense, souvent, on met la pression pour obtenir
le jus qu'on veut boire. Donc, ici, la pression constante est fondamentale quand on parle de défense match press. Évidemment, c'est une défense qui nécessite un grand volume d'entraînement, beaucoup de travail, comparé à d'autres systèmes de défense. Et également, c'est une défense qui est très difficile à enseigner si on ne maîtrise pas les principes qui concernent la zone presse et les principes qui concernent la défense individuelle tout terrain. Alors, donc, déjà, il faut voir le dispositif. Donc, un dispositif déjà qui peut être en zone presse, comme en 1-2-1-1 ou 2-1-2 pour la mise en place. Mais tu peux te mettre en place en zone presse, alors qu'en réalité, tu es en individuel. Voilà, donc c'est ça la difficulté. Mise en place de zone presse, mais dans le déroulement, okay, c'est la défense pressing individuelle, tout terrain. Alors, donc, dispositif soit zone presse 1 ou 2, pressing tout terrain. Donc, les gens ils alternent. Je vois qu'il y a VCU, Virginia College University, qui font beaucoup de 1-2, 1-1. Hein? Nous, on a expérimenté ça en utilisant la zone presse 2-1-2 avec l'équipe nationale du Sénégal. Et il y a plusieurs fois, on a eu raison pour le faire. Et donc, je montrerai plus tard, c'est une vidéo pour ça. Alors, si on opte pour démarrer avec la 1-2, 1-1, il faut savoir que cette zone presse a 3 lignes, 4 lignes de moins. Une première qui force la longue passe, une ligne qui est au niveau des lancers francs, et la 4e ligne, c'est ce qu'on appelle 1-2, 1-1 diamond press. Beaucoup d'entraîneurs l'utilisent, et quand on utilise cette défense, certainement c'est pour forcer les passes, okay, faire des erreurs à l'adversaire et faire des interceptions. Souvent, on le fait pour récupérer la balle, récupération. Okay. Donc, c'est une défense qui utilise les principes, comme d'habitude, trapping, et ce qu'on appelle au niveau des cuffing points. C'est les points où on peut suffoquer l'adversaire. C'est les 4 points que je vous montre comme ça. Nous tous, on le sait, mais c'est la défense. Je vais juste rappeler la défense zone press 1-2, 1-2, 1-1. Okay, donc, qui refuse la balle passe dans l'axe, principe no middle ball, c'est un principe qu'on applique dans cette zone presse. Rien ne change. Juste rappeler cette défense zone presse, parce que cette défense zone presse, on peut l'utiliser dans le match presse. Alors, il faut le principe de la rotation qui est respecté ici. Quand en cas de double marquage, qu'est-ce que font les autres? Donc, je ne suis pas là pour enseigner la zone presse, juste rappeler les principes de défense de la zone presse, qui sont des principes de trapping, de no-ball, de refuge de la balle dans l'axe et le principe de la rotation. Okay? Donc, avec ces 4 lignes. Donc, ça, c'est la zone presse avec ses différents principes. On a la défense pressing tout terrain, qui est une défense individuelle, comparée à la défense zone presse, qui est une défense de zone, mais tout terrain. Ici, ça dépend de comment on veut jouer cette défense pressing. Parce qu'ici, on peut appliquer des principes sur le porteur. Ici, on voit que le porteur, on le laisse, mais on empêche, sur le non-porteur, on empêche le 1, 2, 3, 4 de prendre la balle. Okay? Donc, il tourne le dos à la balle et on coupe les lignes de passe. C'est un choix. On peut faire l'inverse aussi. Il faut savoir que la défense pressing tout terrain peut soit mettre la pression sur le porteur de ballon, refuser la remise, ou bien permettre la remise et mettre la pression sur les défenseurs non porteurs de la balle. Donc, c'est des principes qu'on applique au niveau de la pressing tout terrain. Et les principes d'aide sont respectés ici, aide. Et les principes aide et recover sont respectés dans cette défense. Alors, le principe de trapping, on peut trapper sur la passe directement et on peut trapper sur le dribble. Donc, vous voyez les deux défenses là que je vais vous montrer, soit la défense zone presse 1-2-1-1 et la défense pressing tout terrain. Il faut savoir maintenant que ce sont ces deux défenses-là qu'on va essayer de mixer. Des deux principes différents. C'est des principes qui sont appliqués pour la zone presse et le pressing tout terrain. Ces deux-là, on essaie de les mettre ensemble pour sortir le match-up. Parce que le match-up, c'est déjà, quand on le fait, il faut savoir qu'il faut calquer. Tu te mets en défense zone presse 1-2-1-1,
Mais quand le joueur arrive, ben, il faut s'adapter à l'alignement de l'attaque. S'ils mettent deux personnes, deux attaquants devant, tu mets deux défenseurs devant. Donc, même si tu te mets à une, il faut t'adapter en fonction du placement des attaquants. Donc, c'est déjà un, calqué. Voilà, si tu le fais, cette défense, il faut calquer. Alors, quand tu calques, il faut savoir qu'il faut essayer de forcer la passe au coin. Parce que c'est là-bas où on essaie de suffoquer les attaquants qui reçoivent la balle. Forcer la passe en sautant, en fermant les lignes. On arrive à forcer la passe dans les coins. Après, il faut mettre la pression sur le ballon et forcer le porteur à dribbler rapidement. Donc, c'est une des clés de cette défense-là, quand on force le porteur à dribbler. Parce que c'est dans le dribble qu'on arrive à faire ce qu'on appelle trapping on drive et trapping on turn. Quand il va dribbler et tourner, on le trappe sur lui. Quand il va dribbler vers moi, je viens vers lui et je saute. Et c'est là où intervient le run and jump. Donc, le fait de mettre la pression sur le porteur et le forcer à dribbler, c'est une des clés de cette défense. Il n'y a aucun moment où on va laisser le joueur regarder devant lui et faire la passe où il veut. Il n'a pas forcément une ouverture pour regarder et faire une passe. No open look, comme disent les Américains. Donc, c'est important de mettre la pression sur le ballon et forcer le porteur à dribbler rapidement. Si les joueurs arrivent déjà à faire ça, ils ont franchi 50% du travail de mise en place de la zone presse, match-up press. Alors, il faut courir et doubler. Donc, courir, mais doubler. L'occasion donne au niveau des lignes de touche, coin de doubler. Mais là, il faut savoir courir. Doubler ou switcher sur les écrans. Donc, ça prend si c'est un meneur de jeu qui veut recevoir le ballon, on peut refuser qu'il prenne la balle. Et là, en ce moment-là, s'il y a des écrans, il faut switcher et rester sur le ballon. Donc, doubler ou switcher sur l'écran. C'est deux possibilités. Mais là, ça dépend des objectifs de l'entraîneur. Parce qu'il y en a deux au moins sur lesquels on va parler plus tard. Alors, trapper les lignes de touche. Donc, c'est un élément important de cette défense-là, les lignes de touche, parce que c'est quand même la ligne qui nous permet de composer comme un partenaire. Alors, soit on fait ce qu'on appelle on drive, trapper, doubler quand le joueur dribble vers moi, ou bien trapper quand le joueur il tourne. Donc, ces deux éléments que vous voyez, trap on drive, trap on turn, c'est des principes du jump. Ça se trouve dans la défense pressing terrain. Alors que quand on est au niveau on essaie de forcer la passe au coin, on est dans voilà. Donc ça, c'est des éléments qu'on essaie de mixer et pour avoir ce qu'on appelle le match-up. Le match-up parce que c'est pas difficile. Voilà. Alors, maintenant, il faut savoir qu'on laisse toujours quelqu'un derrière. Le pivot joue la sécurité en bas et empêche le lay-up. Le dernier joueur est toujours dans la raquette. Il ne sort pas. Ben, parce que quand on force les passes, les longues passes, les joueurs ils vont courir. Et s'il n'y a pas quelqu'un dans la raquette, on aura des difficultés. Donc, il faut toujours laisser un joueur, souvent le poste 5, le joueur le plus grand, plus costaud, qui saute, qui peut contrer, ben, il reste là-bas. Donc, c'est aussi un principe à respecter et qu'on n'aura pas forcément au niveau de la zone presse. Mais nous, du pressing, on peut se permettre de le faire. C'est pourquoi il faut mixer les deux principes, les deux défenses. Alors, quand on fait cette défense, le match-up press, soit on peut choisir d'empêcher la remise. On dit on empêche la remise. Alors, vous voyez ici, X4 empêche la remise de l'attaquant 4. Empêche la remise. Quand on empêche la remise, c'est important de savoir qu'on cherche l'interception. Et là, en ce moment-là, on augmente le tempo. Le rythme est très élevé. Parce que ici, le 4 est obligé de faire une passe sur les coins ou de faire une longue passe. Ou bien, on laisse la remise. Il y a deux options. Vous voyez ici, le poste 4, il n'y a personne qui le prend. Ici, le poste 4, personne ne le prend. Tandis que les autres non-porteurs sont pris par les défenseurs. Donc, soit empêcher la remise, soit laisser la remise. Mais si on empêche la remise, c'est parce qu'on veut intercepter la balle. On veut récupérer le ballon. Et là, on force le tempo, le rythme d'aller beaucoup plus vite. Mais quand on laisse la remise, eh bien là, c'est parce qu'on va ralentir le jeu. Et là, il y a plus de contrôle dans ça. On va ralentir le jeu.
et on veut diminuer le temps effectif de mise en place du système offensif. Parce que certainement, l'attaque va arriver à n'avoir que 14 secondes ou 13 secondes quand ils vont mettre en place le système de jeu. Donc, vous avez réduit les 24 secondes, vous avez divisé les 24 secondes en deux. C'est déjà quelque chose. Donc, ça dépend de l'entraîneur. Soit empêcher la remise, soit laisser la remise. Empêcher la remise, augmenter le rythme, essayer de couper les ballons. Quand on fait le jeu, contrôle le jeu, contrôle le tempo, mieux vaut laisser la remise. Donc, ça dépend de ce que veut le coach. Et souvent, maintenant, en fonction de comment on appelle, de la qualité athlétique des joueurs, de leur âge, de leur condition physique, on peut voir entre les deux, empêcher ou laisser la remise, qu'est-ce qu'on veut faire. Alors, donc, je vais vous montrer quand même une vidéo de l'équipe nationale du Sénégal, hein, qui a cherché à ralentir et contrôler la progression d'une équipe. Et ça a donné certains. Donc, vous voyez, c'est le Sénégal qui est en blanc, qui veut extrêmement à droite au niveau des 3 points et qui tire beaucoup. Hein, voilà. Donc, ici, vous voyez, on a 2 joueurs. Toujours, on a laissé la remise, on ne le contrôle pas, on ne veut pas augmenter le rythme. Voilà, donc on contrôle le jeu. Donc, on est en marche presse. 2 devant, on choisit de faire une 2, les 2, une 2, une 1 dans ce match. Tous sont en réalité en défense individuelle. Okay? Les gens pensent qu'on est en défense de zone presse, alors que c'est la mise en place qui est en zone presse, mais dans les principes, dans le jeu, on est en défense individuelle. Et vous voyez, ici, voilà. Donc, on les force à faire des longues passes, et après, on va contrôler le jeu plus tard. Voilà. Donc, ça, c'est un élément important. Voilà. Vous voyez ici, la remise, parce qu'on ne veut pas augmenter le rythme, on veut contrôler le jeu. C'est un choix. Mais on est en défense individuelle. Vous voyez? Et là, sur les contrôles, parce qu'on ne veut pas de progression du jeu, de la joueuse. Vous voyez? Tout de suite, vous voyez, les 2 joueuses qui viennent empêcher la progression, ok, retarder le jeu et revenir et on se déplace, échapper quelqu'un. Voilà, donc c'est cette situation pour contrôler le jeu. Là, quand ils vont commencer à jouer, il ne va leur rester que 13 secondes attaquées. Donc, c'est déjà une bonne chose. Alors, donc, la remise, et puis on force la longue passe, hein, cette longue passe. Si l'opportunité de doubler se présente, eh bien, on va doubler, comme ici. Sur le drive, on double. Sur le drive, on trappe. Parce qu'il n'y a pas de possibilité de retour, vous voyez, en rouge là, de retour de la passe. Et l'interception est possible ici, même si elle a raté l'interception un peu. Voilà, donc, mais toujours revenir en force pour couper cette. Donc, on a toujours la possibilité, ici, on est à 2 devant, ok? Parce que quand elle va partir, elle va le suivre, ok? Et on laisse cette remise ici, là, hein? Donc elle va regarder où elle veut, mais la difficulté, c'est que la passe va être difficile. Voilà, donc vous voyez, elle a reçu le ballon, mais vous voyez derrière, ici, là, vous voyez comment elle le suit, défense individuelle, et ces 2 filles également sont en défense individuelle. Donc, on a mixé, match-up, calqué, mise en place zone press, mais déroulement, pressing, tout terrain. Voilà, vous voyez, et ça continue parce que vous voyez toujours pour mettre la pression, augmenter la difficulté du jeu. Après, voilà. Donc, voilà, le retard. On a toujours le retard et là, ils vont commencer à jouer à partir de la 13e. Et quand il va rester 13 secondes, maintenant 12 secondes, mise en place 12 secondes. Voilà, c'est déjà quelque chose pour une défense. Voilà. Donc, c'est une équipe très à droite qui tire à 3 points. Donc, si on le laisse tout le temps tirer, ça peut amener des difficultés. Et ça même, on le verra. Voilà. Donc, donc je vous montre juste, voilà, même chose. 2-1-2, toujours. On laisse. Après, on contrôle. On contrôle. Voilà, on peut aller rapidement. Mais ce que nous cherchons, c'est couper
la poire en deux. Les 24 secondes commencent toujours à 12 secondes. Il est toujours à 12 secondes. Et là, il peut y avoir des difficultés. Voilà, donc, voilà, on peut déjà endormir le score. Même chose, voilà, la meneuse, on la fatigue un peu, voilà, mais on est toujours en défense individuelle, même si on est resté, on a commencé avec une zone presse, d'une, deux, mais vous voyez, individuel, individuel, individuel. Avec un coup. Voilà. Alors, une défense agressive, mais vraiment une équipe très, très à droite à 3 points et qui n'ont pas tout le temps eu l'occasion à 3 points parce que quand ils tirent à 3 points, ils vont le mettre. Voilà. Donc, alors ici, on a la même chose. Et vous voyez, le pivot, il vient prendre la balle, on la suit. Donc, on n'est pas en défense de zone press, on est en défense individuelle pressing. Donc, les deux principes sont mixés. Toujours mixer les deux principes. Et contrôler la balle, il n'y a pas de problème parce qu'il y a derrière toujours un pivot qui va rester dans la raquette pour contrôler les lay-ups, refuser les lay-ups. Voilà. OK, même chose. Voilà, même chose. Faire le départ comme ça. Et après, respecter les principes de zone press et de pressing. Vous voyez? Elle a supposé prendre celle-ci, elle a supposé prendre celle-là, mais vous voyez que n'importe comment, pour augmenter la pression, il faudrait contrôler le jeu dans l'axe. Refuser les passes dans l'axe tout le temps et permettre les passes. Voilà. Voilà. Bon, ça dépend de l'entraîneur, qu'est-ce qu'il veut faire après, parce que si vous voulez continuer en défense individuelle, à augmenter la pression. Voilà. Donc, on tourne le dos ici. C'est un principe de la défense individuelle tout terrain. Vous voyez? Parce qu'après, on continue à courir avec les filles là. Voilà. Je vais juste montrer l'exemple. C'est 40 minutes ici. Et que les gens ont appris. Ils attaquent dans les dernières secondes tout le temps. Quand il va rester 4 secondes, 5 secondes, ils vont tirer difficilement. Voilà. Même principe ici. Voilà. J'ai contrôlé du début à la fin. Voilà. Voilà. Donc, le principe d'aide est appliqué. Tu peux défendre, tu veux, non choisi, c'est ça, switcher jusqu'au bout. Donc, c'est des possibilités pour employer. Donc, ce que je voulais dire, c'est ça. Tout ce contrôle, ralentir le jeu jusqu'au bout. Ici, ce n'était pas possible de doubler parce que c'est dans l'axe. On double sur la ligne de touche. Alors, on double aussi quand le dos est tourné. Voilà, donc, voilà. Bon contrôle, toujours, il y a un pivot à l'intérieur pour empêcher ce layup. Et le switch continue, et ce qui fait quand même il y a beaucoup de possibilités par rapport à ça. Alors, donc, quand on va ralentir et contrôler une progression, on peut faire le match press, mais en laissant la remise. Voilà. Mais maintenant, si on veut couper des passes et, comment on appelle récupérer le ballon, c'est autre chose. Là, tu appliques ce qu'on appelle refuser la remise. OK? Pour récupérer la balle, on refuse la remise. Et je montre une vidéo de VCU, Virginia Commonwealth University, qui ont fait beaucoup ça. Vous voyez? Alors ici, vous voyez comment ils empêchent la remise. Ils sont en situation de 1, 2, 1, 1, et ça c'est Havoc, hein, coach Smart, qui l'a fait. Même si à Florida, ils l'ont fait avec à Providence, ils faisaient ça aussi à VCU. Donc, je vous montre ce que VCU faisait ici. Voilà, donc tout de suite, trappe sur la passe, parce que là, c'est la récupération de la balle qui les intéresse. C'est différent quand on laisse la remise. Voilà, et là, ils ont la balle. Facilement, vous voyez, tout de suite, il y a quelqu'un devant. Souvent, on met le poste 4, le poste sauter, qui est le jeu le plus complet d'une équipe et qui est le plus athlétique aussi. Voilà. Donc, voilà, c'est ça qu'on cherche. Forcer les longues passes, contrôler la balle et trapper sur le drive. Tout de suite,
trappe sur le drive. Et à drive, il faut trapper. Voilà. Et là, on a la possession. Donc, sur le panier marqué, sur le lancer franc, tu peux tout de suite appliquer cette défense et il y aura toujours quelqu'un devant, voilà, pour sauter et empêcher une passe facile. Voilà, toujours, ça donne des satisfactions. Voilà. OK. Voilà. Donc, le principe ici, c'est choisir l'objectif, c'est quoi? Ralentir le jeu ou bien récupérer la balle. Voilà, tout de suite, trapper. Voilà, ici, on voit quoi? Il a tourné le dos, tout de suite, il le suit. Ils sont en position zone press et ils appliquent les principes d'une défense individuelle tout terrain, surtout le trap on drive et trap on turn. Le trap, quand il tourne le dos, il augmente la pression ici et il est obligé de sortir parce qu'il va lui rester peu de temps pour sortir de la zone arrière. Donc, ici, même chose, vous voyez, là, il ralentit, il veut ralentir maintenant, ils ne font plus la défense sur le gars qui fait la remise. Ils contestent les passes sur le non-porteur. Vous voyez? Okay, donc, mais n'empêche, si la balle rentre, tout de suite, c'est le double marquage. Voilà. La balle rentre, ils vont faire le double marquage sur le drive et forcer les mauvaises passes. Voilà. Donc, tout de suite, on attrape. Passe, trappe tout de suite. Donc, c'est un principe de la défense de zone press et de pressing. Voilà. OK. Et là, ici, ils reviennent encore pour récupérer le ballon. Et tout de suite, il y a trappe. Voilà. Et c'est le principe de mettre la pression sur le porteur et le non-porteur reste toujours. Alors, donc, sur le premier passe, on peut trapper tout de suite. On peut trapper sur le premier passe, on peut trapper sur le drive. Donc, on applique les deux. Voilà, tout de suite. Voilà. Donc, position de zone press et on applique le principe du pressing tout terrain. Tout de suite, donc, on peut ne pas attendre le drive. Sur le drive, on trappe, sur la passe, on trappe. Donc, c'est des possibilités qu'on a. Donc, il y a des rotations qui vont se faire derrière, mais souvent, les rotations, si le pressing est bien fait, les joueurs derrière n'ont pas besoin de faire une très grande rotation parce que le porteur de ballon a des difficultés pour lever la tête et faire une bonne passe. Okay. Trappe tout de suite. Voilà. Trappe tout de suite sur la passe de la pression ici et on récupère la balle. Voilà. Donc, c'est quand on refuse la remise, on récupère la balle beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement parce que la pression est constante. Voilà, vous voyez, on est en zone press, mais quand la passe arrive tout de suite, on est en individuel. On force le dribbleur dans les coins et là, on peut trapper tout de suite. On peut trapper et récupérer le ballon. Voilà. Ouais, vous voyez, on était en zone press, mais les cours, tout le monde court avec eux. On court et on reste en individuel, tout le monde suit tout le monde. Et là, l'opportunité se présente quand il va tourner, il va attraper tout de suite. Voilà. Okay. Donc, vous voyez quand est-ce qu'il faut le faire. C'est une panier marqué, tu prends, voilà, trappe tout de suite, l'idée de trapper sur la première passe. Voilà, vous voyez, ici, on empêche la remise, ici, tout de suite. On ne veut pas que la balle rentre facilement avec le meneur de jeu. Surtout avec le meneur de jeu, on a la possibilité d'empêcher cette passe. Voilà. Donc, on verra après que c'est une défense qui nécessite beaucoup d'entraînement, qui nécessite beaucoup d'engagement pour le réussir. Donc, voilà, c'est ça que les deux objectifs par rapport à la défense masse, empêcher la remise ou permettre la remise. Mise en place la zone presque que vous voulez, 2-1-2 ou 1-2-1-1. Mais quand la balle rentre, il faut tout de suite avec ce qu'on appelle les principes de défense. Alors, on me demande de réaliser. Oui, c'est difficile à réaliser. Mais si vous voulez le réaliser, il faut le faire tous les matchs. Tous les matchs, il faut le faire. Parce qu'en le faisant pendant tous les matchs, qu'on se rectifie.
se rectifie, on corrige les choses et ça va créer ce qu'on appelle une culture de pressing. Il y a des équipes qui ont une culture de pressing. Tu vas à VCU, tu vas à Florida, University of Florida, c'est différent de Florida University. Eux aussi, ils ont la culture. À Providence, ils ont la culture. Kentucky, ils ont ça. Il y a beaucoup d'équipes qui ont une culture de pressing parce que c'est le caractère de l'entraîneur, c'est sa personnalité. Il veut gagner, il récupère le ballon rapidement, continuer à mettre la pression. Ensuite, il cherche des joueurs athlétiques qui sont adaptés par rapport à eux. Alors, il y a des désavantages, hein, des désavantages comme le volume d'entraînement. Ça nécessite beaucoup de volume, un grand volume d'entraînement. C'est fatigant. Hein, c'est avoir une très bonne condition physique. Et il y a des fautes, beaucoup plus de fautes qu'au niveau des autres défenses. Il y a des avantages. Les avantages-là, quand même, c'est le maître du tempo. C'est toi qui contrôles le rythme du jeu. C'est toi qui décides de comment l'autre équipe va jouer. Tu lui dis, non, tu ne vas pas progresser, tu décides qu'il ne progresse pas. Tu décides aussi qu'il ne va pas tirer à 3 points, parce que s'il tire à 3 points 50 fois dans un match de basket, tu peux décider qu'il va tirer uniquement 10 fois. Parce que tu contrôles cette progression et la mise en place de cette attaque est compliquée. Donc, c'est des avantages. Alors, moi, ce que je suggère, c'est qu'on le fasse souvent pour les équipes qu'on le fasse pour revenir au score. Donc, c'est des moments où, même quand on est âgé, hein, c'est des cas de difficulté, il faut le mettre en place pour revenir au score. Alors, c'est beaucoup plus indiqué pour des équipes de 18 ans, 26 ans, entre 18 et 26 ans. Les équipes ne sont pas trop jeunes, non, pas trop vieux non plus. Parce que avec 18-26 ans, tu peux faire pendant 40 minutes en appliquant carrément le match-up press. Donc, avec les juniors, tu peux le faire avec les 25 ans et moins, tu peux le faire 40 minutes parce qu'ils sont jeunes, surtout pour les équipes qui sont athlétiques. OK? Alors, pour les pros, c'est très indiqué pour les professionnels parce que c'est difficile, à moins que tu veux revenir au score une minute, tu peux le faire avec les professionnels. Parce que les adultes sont un peu, ils dépassent de 30 ans et quelques, pour certains. Ouais, l'équipe nationale du Sénégal a cet âge-là, mais on l'a fait pour contrôler la progression. C'est possible de le faire pendant 40 minutes pour contrôler une progression, mais tu ne peux pas le faire pour récupérer la balle. C'est beaucoup plus difficile. Parce que pro, on a vu quand même que même si c'est coach Pitino qui l'a inventé cette défense, ben, il a gagné beaucoup de matchs quand il était à Providence et il a gagné le titre avec Kentucky en 1996. Mais n'empêche, quand il y a eu l'équipe de Boston en 1997, il a essayé d'appliquer cette défense à des professionnels. Et le résultat, c'est que ça n'a pas marché parce qu'il a eu que 15 victoires dans toute la saison. Donc, mais quand il est retourné à Kentucky, il a gagné le titre. Et quand il est parti à Louisville, il a encore continué à gagner le titre avec cette défense. Ça veut dire qu'il faut savoir avec quelle équipe il faut utiliser cette défense. Équipe jeune, équipe athlétique, qui a une culture de défense, pressing, mais éviter. Dans les équipes nationales, on a des joueurs qui sont un peu âgés. C'est compliqué. On le fait souvent pour récupérer la balle rapidement, ou bien on le fait pour contrôler une équipe qui tire à 3 points, qui met en place une équipe tactique de contrôle. Voilà. Donc, ce que je voulais dire par rapport à cette défense, et vraiment, je vous remercie pour votre attention. Merci. Donc, s'il y a des questions par rapport à ça, merci, coach Sarr. Merci, coach No. Oui, excusez-moi, j'avais une petite difficulté de setting là pour mon microphone en début de séance. Merci pour cette excellente présentation. Les gens n'ont pas encore trop réagi sur les questions, mais j'en ai quand même quelques-unes. Vous avez un peu déjà répondu en fin de présentation à cette question qui a été posée par Moulay Idriss Alaoui, que je salue au passage, qui bien sûr dit que cette défense, vraiment c'est une défense à grande énergie, et il se demande quand appliquer cette tactique. Alors, quand ça dépend de la qualité athlétique des joueurs.
Et comment joue l'équipe adverse? Si mes joueurs sont athlétiques, ben, ils sont jeunes, ben, je peux le faire 40 minutes. Alors, mais s'ils sont âgés et la condition physique n'est pas au point, ou bien ils vont être fatigués, ils vont faire des fautes, il est préférable de l'appliquer pour uniquement contrôler le tempo, le rythme du jeu. Ensuite, on peut le faire dans le money time, par exemple, si on est derrière le score, on court derrière le score, on peut l'appliquer. Voilà, on peut l'appliquer pour tout le monde, que ce soit pour n'importe qui, pour revenir au score rapidement, pour 2-3 minutes. On peut l'appliquer, quoi. Voilà. Donc, mais c'est une défense quand même qui est difficile, qui demande du temps, qui demande de l'engagement. Mais pour l'appliquer, il faut savoir, ça demande des qualités athlétiques, et surtout au niveau des jeunes. C'est vraiment recommandé pour les juniors, pour les U20. Ça, c'est vraiment recommandé, quoi. Mais U25. Et pour les joueurs athlétiques. Voilà. Merci. Une autre question de Madiane Fall qui dit qu'il aimerait savoir la part de l'aspect mental et physique de ce type de défense. Merci, coach Madiane. C'est l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal des U18. Je pense un coach qui connaît très bien cette défense. Il me pose la question, on peut m'emmerder, mais il connaît très bien la réponse. Je salue au passage, coach Madiane. Je pense que déjà, il faut des joueurs engagés. Pas de l'aspect mental, des joueurs engagés, des joueurs qui sont prêts à se sacrifier, c'est-à-dire que donner le maximum d'eux-mêmes. Même si la fatigue sera là, ils vont continuer à persévérer. Donc, ça demande beaucoup de concentration. Le focus doit être toujours là. Ça va repérer, avoir les signaux pour trapper, surtout quand on tourne le dos, quand quelqu'un arrive vers moi. Donc, c'est la concentration occupe une très grande partie de l'aspect mental, être motivé, avoir envie de le faire. Ensuite, parce que ça donne beaucoup de satisfaction quand on coupe des balles. On coupe des balles 1-2 fois, ça donne d'engouement à l'équipe. Ça apporte du jus à l'équipe. On coupe des ballons et on marque. Ça donne toute l'équipe est, comment on appelle, est transcendée. C'est quand on dunk. Quand on fait une zone presse, on coupe un ballon, ben, tout le monde va sauter parce que c'est ce qu'on cherche, quoi. Bon. Maintenant, si on cherche à récupérer le jeu, à diminuer le jeu, en ce moment-là, l'aspect mental le plus important ici, c'est la concentration. Donc, c'est ce que je voulais dire, parce que quand même, je crois que coach Madiane a fait beaucoup de défenses agressives, que ce soit pressing ou zone press, et je sais que ça lui a donné beaucoup de satisfaction. Je pourrais aller partir à la finale de la Coupe d'Afrique en U18 et partir à la Coupe du Monde aussi en appliquant ça. Je pense que c'est une très bonne idée. Mais moi, je recommande que les coachs U18, U20 fassent cette défense match press, parce que beaucoup d'équipes font maintenant. Merci pour la question, coach. Bon, ben, les questions maintenant commencent à venir. Nous avons une question de Souleymane Pepouna. Pourquoi cette défense n'a pas marché à Boston et pourquoi elle est peu utilisée en NBA, à votre avis? Ça n'a pas marché à Boston, parce que quand les coachs de collège, quand ils quittent l'université pour aller dans les équipes professionnelles, la mentalité de coach de collège, parce que là-bas, comme on appelle, c'est comme des dieux, quoi. C'est comme des dieux. Tout ce qu'il dit, les joueurs vont le faire, quoi. Voilà. Mais quand tu arrives à NBA, là-bas, on a des professionnels. Les équipes qui ont déjà joué au collège, ils comprennent ces genres de défense et ils savent que c'est très fatigant. Donc, là, essaie d'appliquer cette défense qui est beaucoup plus indiquée pour les jeunes à des pros qui sont des adultes. Et ça a amené beaucoup de problèmes. Il y a des joueurs, Stephen McBurry, qui était drafté à cette année-là, qui est parti là-bas, il a quitté. Il y a beaucoup de joueurs qui ont quitté parce qu'ils ne voulaient pas faire cette défense. Donc, je pense qu'ils n'étaient pas engagés. C'est un grand problème. Donc, même s'il a gagné le titre de la NCAA en 96 avec Kentucky, mais il a raté complètement son entrée en NBA avec Boston en 97.
à cause de cette défense. Alors, donc, ce qui prouve que ce qui montre que quand il est retourné au collège, il a connu à faire cette défense, il a gagné. Parce qu'il faut faire ça avec des jeunes qui sont athlétiques, qui sont engagés et disponibles physiquement et mentalement pour le réaliser, quoi. Donc, ça va marcher avec la NBA parce que les joueurs n'étaient pas engagés, ils n'étaient pas physiquement disposés à le faire. Et puis, ils considèrent ça comme une défense de jeunes. Voilà, c'est pourquoi ça n'a pas marché. Ok, merci, coach. Voici une autre question de coach Hassan Fekzouz, qui est coach de l'équipe nationale féminine du Maroc, que je salue au passage, et qui pose la question suivante. On considère cette défense comme une défense à risque. Soit on gagne beaucoup de ballons faciles, soit on encaisse des points faciles. Et dans le cas où cette défense ne marche pas, quel serait l'impact sur le mental de l'équipe? Oui, je pense qu'on ne peut pas gagner un match sans prendre de risques. Le risque fait partie du jeu. Mais j'ai dit, si tu veux récupérer la balle, eh ben, il faut prendre des risques parce que là, tu auras mis en place zone presse, mais plein de défense individuelle. Et là, il faut courir. Il faut laisser la passe partir en lobe, essayer de trapper tout de suite, ou bien forcer le joueur à dribbler, aller au panier. Et là, tu mets un pivot dans la raquette. C'est un risque à prendre. Mais ça, c'est quand tu veux récupérer la balle. Voilà. Mais quand tu ne veux pas récupérer la balle, il n'y a pas de risque. Quand tu ne veux pas récupérer la balle, eh ben, tu contrôles le jeu, tu contrôles le tempo et le rythme. Le rythme de progression, c'est toi qui décides de comment ils vont avancer. Là, il n'y a pas de risque. Tu peux le faire, et tu reviens en défense, tu choisis ce que tu fais. Tu fais ce que tu veux. Mais je pense qu'aujourd'hui, si tu veux donner un peu de stamina à ton équipe, ils ont besoin d'apprendre à faire des défenses agressives. Et quand tu veux faire une défense passive, ben, ils le feront facilement. Mais passer de passive à agressive, c'est beaucoup plus difficile de passer de défense agressive à passive. Donc, je pense qu'au niveau des filles, pourquoi les Nigériens ils dominent tout le monde? Parce qu'ils ont une équipe très athlétique. Et ces joueurs-là ont l'habitude de jouer défense-là au collège. Et jusqu'à présent, les Nigériens, ils font le match en plus 40 minutes pendant tous ces matchs. Tu peux prendre des paniers, oui, mais tu peux en mettre facilement en coupant des passes et aller marquer sans audition aussi. Donc, il y a des avantages et des inconvénients, mais il faut voir le côté positif de la chose. Merci, coach Char. Bon, il y a des questions, mais je pense que vous avez déjà répondu à ce genre de questions. Vous avez tout à l'heure parlé de l'âge. Maintenant, il y a quelqu'un qui demande si on peut faire ce genre de défense avec des joueurs petits de taille. Oui, effectivement, cette défense, on peut le faire avec des joueurs petits, vraiment qui sont petits de taille, parce qu'il y a un très grand avantage, c'est la vitesse d'exécution. Et je pense il faut surprendre. Parce que souvent, les équipes petites de taille, simplement parce que pour leur vitesse. Ensuite, les équipes petites de taille, ils font beaucoup de zones. Parce qu'ils refusent, ils ne veulent pas défendre en individuel à cause du match-up, comment on appelle, du mismatch. Parce que quand on est petite de taille et l'autre équipe a des joueurs très grands, ben, on ne veut pas défendre un sur la raquette. On ne veut pas ça. Ce qu'on veut, c'est contrôler le jeu, refuser la progression pour ne pas défendre un contrôle sur la raquette. Je pense que c'est très indiqué aussi. J'ai oublié de le dire et merci de me rappeler. Pour des équipes qui n'ont pas de taille, qui sont petits, il faut faire la match press parce que là, tu peux tout switcher, défendre sur le porteur et sur le non-porteur, le drive et couper les passes et faire le double marquage, trapper quand il tourne, trapper quand il vient vers moi. Donc, c'est un bon système défensif pour les équipes petites de taille. Ouais. Parce que dans la zone presse normale, ben, ils vont laisser les passes latérales et vers l'intérieur, ils vont les laisser aussi. Alors que dans le pressing, tu ne vas pas laisser ça. Et si tu mixes les deux, c'est plus difficile pour une équipe de pressing. Merci pour la question. Merci, coach. Juste un petit message du staff technique de FIBA Afrique là, qui en fait
en train de faire de la magie pour que tout ce webinaire soit possible. Il nous communique que comme on a commencé un petit peu en retard, 10 à 15 minutes en retard, on va peut-être étendre de 10 minutes ou 15 minutes encore la session, tant qu'il y a des questions. Donc, si vous avez encore des questions, c'est le moment de les poser. Nous avons rajouté 10 à 15 minutes supplémentaires. Alors, une question qui est assez intéressante. En fait, il y en a deux. Je lis les deux parce qu'ils se rejoignent un petit peu. La première, c'est quelqu'un qui demande, non, il n'a pas mis son nom. En tout cas, il dit que vous nous avez parlé des avantages de la match-up press. Pouvez-vous me dire quels sont les points faibles de ce type de dépense? Et une autre question qui se rejoint, mais un peu plus en détail, c'est que doivent éviter les joueurs de la première ligne et de la deuxième ligne défensive pour garder l'efficacité de la défense? Alors, ça dépend de si tu veux récupérer le ballon, ben, il faudrait mettre quelqu'un sur le joueur qui fait la remise. Si tu veux récupérer le ballon et augmenter le rythme du jeu, il faut mettre quelqu'un sur là, parce que là, il va faire des longues passes ou des passes dans le coin et il va être trappé. Donc, ce qu'il va éviter ce jour-là, c'est que déjà mettre un petit joueur, ben, il faut mettre un joueur beaucoup plus grand. On peut sauter. On peut sauter et fermer l'angle le plus proche du terrain. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut montrer sur le terrain. Mais il faut éviter que ce joueur-là soit en retard déjà et ensuite qu'il soit en retard pour le marquage sur la passe. Parce qu'il est en retard, tout de suite, le poteau de ballon aura une ouverture. Il va voir le jeu. Donc, il faut pas qu'il parte en même temps que la balle. Quand la balle arrive, ben, il arrive en même temps pour faire le double marquage. Ensuite, si son joueur fait la passe, alors qu'il n'y a pas de double marquage, il faut qu'il court avec lui. Voilà, donc c'est des choses à éviter. Pour la deuxième ligne, si on se met en 2-1-2, la deuxième ligne aussi doit être prête à doubler. Pas de retard. Mais si on se met en 1-2-2, la deuxième ligne a beaucoup plus de possibilités parce qu'il doit rester dans l'axe panier-panier. Dans l'axe panier-panier. Donc, ce jour-là, je pense que lui, il doit beaucoup comprendre ça. Et ce sont des joueurs très athlétiques qui sont beaucoup plus fatigués pendant les séances d'entraînement parce qu'ils couvrent beaucoup d'espace. Alors, donc, il faut éviter ça. L'autre chose, c'est qu'il faut éviter de faire la faute. On ne peut pas faire une faute sur le double marquage. Donc, quand on arrive, ben, il faut être dynamique au niveau des mains et des bras, mais il ne faut pas faire la faute avec les genoux ou avec les cuisses. Donc, éviter de faire la faute sur ça. Alors, je pense que la question, c'était deux questions, non? Ce qu'il faut éviter est... Et la deuxième question, c'était ce que doivent éviter de faire les joueurs de première ligne défensive et deuxième ligne défensive. Oui, c'est ça. Donc, j'ai répondu à ça. Première ligne, ne pas être en retard, ne pas être sur le remiseur, et ensuite ne pas être en retard sur le double marquage. Deuxième ligne, ne jamais faire de faute sur le double marquage et ne pas libérer l'axe panier-panier. Très bien. Une autre question de Souleymane Pepouna. Souleymane qui pose la question suivante. Comment entraînez-vous cette défense? Quel type d'exercice à mettre en place à l'entraînement? Bref, comment disséquer au niveau de chaque ligne? Et ça, c'est coach Souleymane qui est donc entraîneur national. Okay. Alors, pour mettre du Cameroun. Du Cameroun. Souleymane Pepouna, ah oui. Hey, coach, comment tu vas? Alors, moi, je voudrais dire que pour mettre en place cette défense, il faudrait déjà maîtriser le pressing. Le pressing tout terrain, il faut le maîtriser, le 1 contre 1 tout terrain, maîtriser le 1 contre 2, un seul défenseur contre 2 joueurs, il faut le maîtriser, et toutes les défenses en infériorité numérique, il faut les contrôler. Il faut les maîtriser d'abord. Donc, il faut commencer toujours par le 1 contre 1, le 2 contre 1, le 3 contre 2, 4 contre 3, 5 contre 4. Donc, après, il faut travailler le double marquage sur la première passe. Donc, toujours, quand la passe arrive, tout double marquage en infériorité numérique, tu le fais. Ensuite, tu fais en égalité numérique. Voilà. Mais ce qu'il faut faire, c'est que si tu maîtrises ça, il faut passer tout de suite à quand trapper.
des signaux qui te montrent que le trap est favorable. Quand il tourne le dos, on peut trapper. Le jeu le plus proche doit trapper. Quand il dribble vers moi, je dois aller vers lui et trapper. Donc, dans l'entraînement, dans la progression pédagogique, si tu commences 1 contre 1 et faire tout ce qui est infériorité numérique, il faudrait aller après quand les signaux. Les signaux là, il faut que les joueurs le voient tout de suite. Alors, ensuite, tu travailles la zone presse. Les zones presse impaires et paires. Et tu fais, dans la zone presse impaire, tu peux refuser la remise. Dans la zone presse paire, tu ne peux pas refuser la remise. Tu laisses la remise. Donc, les joueurs comprennent quand est-ce qu'il faut laisser la remise, quand est-ce qu'il faut laisser la, comment on appelle, faire la refuser. Donc, travaille la zone presse, travaille le pressing et mixer les deux. En ce moment-là, tu vas dire, on est en disposition de départ, dispositif zone presse, mais quand il y a la passe, on n'est plus en zone presse. On est en pressing tout terrain et on applique le trap on drive et le trap on turn. Donc, je pense qu'il y a une progression pédagogique à respecter. Pressing d'abord, zone presse après, ensuite mixer les deux. Donc, c'est une progression qu'il faut essayer de faire. Ça prend du temps, mais une fois maîtrisé, contrôlé, c'est fini. Même si dans l'équipe change, s'il y a 3 joueurs, 4 joueurs qui l'ont déjà fait, les autres vont suivre facilement. Voilà. Donc, c'est pourquoi je dis avoir une culture de pressing. Pressing là, zone presse et pressing individuel. Oui, alors, bon, les questions maintenant, elles tombent, c'est très bien. Une question de coach Labib, que je salue au passage, coach de l'équipe nationale marocaine. Il pose la question suivante. Est-ce que ce type de défense est utile seulement après un panier marqué ou bien on peut aussi l'utiliser après un rebond défensif de l'équipe? Alors, c'est beaucoup plus indiqué sur le lancer franc d'abord, à 100% lancer franc. Donc, marqué ou raté sur le lancer franc, c'est applicable, très applicable, parce qu'on a le temps de voir, de mettre faire la mise en place, etc. Il n'y a pas de surprise. Mais quand tu le fais sur le panier marqué, sur 3 points ou en layup ou en 2 points, ben, il faudrait que les gens parlent. La communication doit être là. Quand ça rentre tout de suite, il faut communiquer sur ça. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on doit être? La mise en place et tout. Alors, ça demande beaucoup d'entraînement pour faire ça. Mais je ne recommande pas de le faire sur le panier raté. Parce que le panier raté, c'est très compliqué sur le panier raté. À moins qu'on soit dans le money time, mais on est obligé de revenir au score. Et là, c'est faisable. Mais souvent, dans le money time, on a des temps morts, on a beaucoup d'arrêts du jeu, on a beaucoup de lancers francs, c'est applicable. Mais je pense que cette défense marche très bien sur les lancers francs marqués ou ratés. Et ça marche également sur les tirs primés. Sur les tirs là, ben, tout de suite, on peut le faire. On peut demander à ce que toujours le poste 4 soit devant si on veut faire augmenter le rythme et récupérer la balle. Si on ne veut pas augmenter le rythme et récupérer la balle, on peut demander naturellement qu'on se place en dispositif 2-1-2 ou 1-2-1-1. Mais ce n'est pas recommandé sur les paniers ratés. Voilà. Ok, encore un petit peu de temps pour quelques questions supplémentaires. En fait, il y en a 2 qui se rejoignent beaucoup. Il y en a une de Hassan Ferzouz et une autre de Gilles Alain Kouamo qui se rejoignent un petit peu. Le premier dit que si on ne réussit pas à gagner le ballon, est-ce qu'on continue toujours à maintenir la pression sur notre zone arrière ou est-ce qu'on surprend l'équipe adverse à changer de défense? Et la deuxième, voilà. Plus aisé de revenir en défense de zone ou en défense individuelle si la match-up presse n'a pas marché? Alors, si le match-up ne marche pas, il est préférable de revenir en défense individuelle. En défense individuelle ou bien en défense mixte. C'est-à-dire que tu peux boxer un joueur à le joueur le plus à droite, tu peux dire oui, je ne veux pas qu'il tire, et tu vas à box and one ou triangle and two. Mais j'ai vu beaucoup d'entraîneurs, moi-même, je fais défense individuelle. Donc, parce que dans le match de presse, en réalité, c'est une défense individuelle tout terrain. Okay? Dispositif zone presse, mais dans le processus de continuer de la défense, on est en défense individuelle. Donc, il est préférable de revenir en défense individuelle. Mais il peut arriver qu'il y ait des mismatchs. Des mismatchs, un grand prend un petit prend, etc.
Mais dans ce cadre-là, quand tu fais une défense individuelle, c'est mieux. Et après, tu peux switcher. Tu peux faire des switches et des re-switch. Switch et re-switch. Voilà, je pense que le meilleur moyen de ne pas prendre de panier facile et de ne pas être surpris par les mismatchs, c'est de faire le match de presse. Quand on ne gagne pas la balle, on revient en défense switch. Alors, mais quand on veut faire contrôler la balle et on progresse facilement, tu peux décider de zone ou ce que tu veux. Parce que là, tu contrôles le jeu. Mais quand tu fais match de presse où tu veux récupérer la balle, là, le rythme là est très, très élevé et un grand joueur peut tomber sur un petit joueur et qui va le battre facilement. En ce moment-là, tu es obligé de faire une défense individuelle avec switch. Voilà. Merci. Bon, cette conférence, elle était destinée à être francophone, mais on a une question en anglais. Bon, je vais permettre quand même de la poser. Does this type of defense run all through the match? If so, how do you rotate the players to get this objective? Oh, it depends. If you have like young players, then or you want to come back to control the tempo, you can run it 40 minutes. You can run it 40 minutes, but they need to have the basketball culture, the pressing culture, to be able to do it. And I think if you're playing a team who is always in up tempo basketball, you have to do it. Otherwise, they will run you out. So I think it's a good opportunity for coaches when they have young players to play much of press defense for 40 minutes and to be able to give them the stamina to be able to defend on basketball. I suggest the young to do it, and then but if you have like a pro player or all the player or player that are not in shape, you can do this. Otherwise, you're gonna be in trouble. Or you do it to control the rhythm and the tempo of the game. Yeah, you can do that. Thanks for the question, coach. Great. Adil Amri qui nous pose cette question-là. Tout jeu ou toute défense a un joueur clé. Quelles sont les qualités du joueur clé de cette défense? Alors, les qualités du jeu clé, ça dépend dans quelle option tu es. Quand tu es dans l'option de refuser la remise, le joueur clé sont deux. C'est le joueur qui est sur le poteau de ballon, sur la remise, et le joueur qui est carrément derrière. Alors, ce sont des deux joueurs clés parce que quand l'un empêche la remise, le dernier joueur, il refuse le layup. Open layup, panier facile, on refuse ça. Peut-être ils vont tirer. Donc, il y a deux joueurs clés. Alors, les trois joueurs qui sont dans les trappes et qui contrôlent le rythme, ces joueurs-là aussi sont importants, évidemment. Mais quand le premier joueur qui est sur la remise refuse cette passe, il saute carrément. Et sur la première passe, il vient en double marquage, c'est un joueur extrêmement important. Voilà, donc ce joueur-là, ça doit être un poste 4, pour moi, un poste 4, athlétique, rapide, véloce, et qui a beaucoup de dispositions physiques et qui peut le faire. Et le dernier joueur, c'est un joueur beaucoup plus grand et qui peut contrôler le rebond, qui peut dissuader les layups, parce qu'il peut contrer les gens. Et ça, si tu as ces deux joueurs-là, ils comprennent le rôle, ben, tu peux avoir de satisfaction avec cette défense, quoi. Mais si tu veux juste contrôler le rythme, diminuer la progression rapide et diminuer le temps de possession en termes d'effectivité de l'attaque, ben, là, il n'y a pas de jour clé. Hein. Il n'y a pas de jour clé. Les 5 jours sont d'égale d'importance en termes de contrôler le jeu. Et là, il n'y a pas de difficulté. Ok, alors je crois qu'on a le temps juste pour une ou deux questions supplémentaires. Une question, combien de temps vous recommandez dans les exercices, dans l'entraînement pour être en forme, pour pouvoir faire bien cette défense? Alors, je recommande déjà, quand tu as une séance de 2 heures, je pense que 45 minutes doivent être utilisées pour cette défense. Parce que déjà la mise en place
travailler sur les lignes en zone presse, après travailler sur le 1 contre 1 tout terrain, travailler le 1 contre 2 tout terrain. Après, il faut voir que tout le temps mettre des situations où on a le lancer-franc, toujours. Le lancer-franc, le coach est là, il donne la balle au lancer-franc. Et les gens, tout de suite, ils travaillent à 2 contre 2 tout terrain, 3 contre 3 tout terrain, 4 contre 4 tout terrain, après les lancers-francs. Mais je pense que commencer par le 1 contre 1, le 2 contre 2 déjà, s'ils maîtrisent ça et contrôler les déplacements et les trappes, là, c'est déjà quelque chose. Donc, je recommande 45 minutes dans la mise en place de zone pressing. Ensuite, jouer ça. Donc, mais ça demande beaucoup de volume d'entraînement. Si tu es une équipe qui presse, une équipe qui défend en pressing, ben, il faut avoir cette culture. Et les gens auront l'habitude au niveau des jambes, au niveau de la tête. Et ils sauront que le coach, c'est ça qu'il va faire 40 minutes. Donc, ils sont prêts, surtout avec les jeunes. Voilà, donc ça, je recommande minimum 45 minutes pour une séance de 2 heures. Très bien. Merci, coach. Il y a le département IT là, de FIBA Afrique qui me demande la ligne parce qu'il doit préparer la prochaine séance. Je m'excuse auprès de Emmanuel Pocam qui m'a posé une question sur les faiblesses de cette défense-là et comment l'attaquer. Bah, ça, c'est un autre thème. Hein. C'est pour ça que je n'ai pas voulu poser cette question-là. C'est côté offensif, de casser cette défense-là, c'est un autre thème. Donc, peut-être que ce sera traité autrefois. Je remercie tout le monde pour leur engagement et leurs questions. Je remercie bien sûr coach Chersar, qu'on va retrouver aussi bientôt pour une autre conférence. Veuillez vous référer au programme général. Et sans plus tarder, je vais repasser la ligne rapidement au département IT pour qu'il puisse préparer la prochaine conférence qui commence dans un quart d'heure. Merci à tout le monde et à très bientôt.